BFM Business. Midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi. Après 3 mois de fermeture, les salles de cinéma ont ouvert leurs portes le 22 juin dernier. Reprise d'activité qui reste fragile évidemment, toujours menacée par une éventuelle deuxième vague de la pandémie. Mais c'est aussi, et on va en parler, une opportunité unique pour les films français qui ne sont pas en concurrence frontale avec des grosses productions américaines. Les studios américains ont choisi de reporter la sortie de leur blockbuster. Sidonie Dumas, la directrice générale de Gaumont, est avec nous en plateau. Bonjour. La réouverture des salles de cinéma depuis pratiquement 4 semaines. Quel est le bilan en termes de fréquentation? On précise que Gaumont n'exploite plus de salles de cinéma. Elles ont été revendues à Pathé en 2017. Mais quel est le bilan de cette réouverture pour les films que vous distribuez? C'est une nouveauté, c'est une renaissance pour le cinéma d'avoir été arrêté, ça n'est jamais arrivé. Donc c'est quand même, on redécouvre, c'est très facile d'arrêter un métier, c'est très compliqué de le recommencer. Donc il est progressif, les gens, on va dire, il y a 1 million de personnes par semaine, ce qui est beaucoup moins que dans les semaines habituelles, qui sont plutôt autour de 3 en termes de fréquentation. Donc ça se fait lentement. Heureusement qu'il y a un cinéma français qui est important et donc qui peut permettre d'avoir des nouveautés parce qu'en effet, les blockbusters américains ne sont pas au rendez-vous et donc tout ça va prendre un peu de temps, mais on est confiant. Les exploitants de salles de cinéma nous disent que les habitués sont revenus dans les salles. En revanche, c'est plus difficile pour les spectateurs occasionnels. D'abord, je pense qu'il y a encore une forme de crainte. Ceux qui sont occasionnels se disent, bon, est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il n'y a pas de films? Donc il y a une manière de communiquer. Je pense que tous les exploitants ont fait un travail énorme sur la réouverture en faisant énormément de publicité à la télévision, ailleurs, en salle, pour inciter le public à revenir en nombre. Mais je pense que ça va, c'est progressif, ça va prendre du temps, mais il faut être confiant en fait, il faut y croire. Vous parliez d'un contexte unique. La sortie des blockbusters américains a été décalée. Pour les exploitants de salles de cinéma, c'est une absence de locomotive pour attirer les spectateurs, mais pour les films français, c'est une opportunité. Oui. Il y a 2 choses. D'abord, la démarche des films américains n'est pas la même que la nôtre. Les films américains sortent le même jour dans le monde entier. Donc à partir du moment où les États-Unis pour l'instant et Los Angeles en particulier ne peuvent pas ressortir à cause de la pandémie leurs films, ça bloque l'intégralité des autres pays. Et c'est la raison pour laquelle ces films sont décalés. S'il n'y avait pas de reprise de pandémie en ce moment à Los Angeles, on ne serait pas dans ce cas de figure-là. Donc il faut être patient, il faut attendre. Mais de l'autre côté, il y a un cinéma français important. Et pour ceux qui ont choisi la date de cet été, il y a des films à voir. Oui, absolument. Dans un contexte inédit, la crise sanitaire, est-ce que vous pensez qu'elle va modifier en profondeur les habitudes de consommation? Pour ceux qui ne sont pas retournés au cinéma, beaucoup se sont abonnés à Netflix ou à d'autres plateformes. On a vu que les chiffres étaient particulièrement impressionnants. Vous pensez que ça va accélérer ce développement de la VOD? Le développement de la VOD, c'est sûr, pendant une période où on est enfermé chez soi, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est là, c'est disponible et c'est facile d'accès. Maintenant, je pense qu'il y a une vraie habitude de cinéma en France, donc je ne pense pas du tout au fait que ça va s'arrêter. Nous, je pense qu'il y a eu une amélioration des salles de cinéma telle, les gens aiment aller au cinéma en France. Donc je crois que c'est vraiment plus un sujet d'offre et de donner envie aux gens d'y aller. Donc plus il y aura de films qui sortiront, plus les gens auront envie d'y aller. C'est l'appétit vient en mangeant. Garder une avance technologique, c'est important. Les salles de cinéma ont énormément progressé. Énormément, en fait. Tout ce qui est digital, la salle a progressé, le son est incroyable. Donc il y a une qualité qui n'est pas du tout la même que celle dans son salon ou devant sa tablette. Donc moi, je pense que la démarche cinéma et voir des films en salle n'est pas du tout la même que de regarder chez soi. Cette multiplication des plateformes de VOD, certains producteurs l'aperçoivent comme une menace. Vous, en revanche, vous pensez que c'est une opportunité. Vous disiez, il y a déjà quelques années, que c'était un effet démultiplicateur pour les producteurs français. Mais je pense qu'on est en train d'y arriver. Nous, on a un pied aux États-Unis, donc en fait, on a eu la possibilité, en fait, peut-être d'avoir une petite marche d'avance sur le regard qu'on pouvait avoir par rapport à ces nouveaux financiers du cinéma. Mais en effet, je pense
pense que c'est une chance de les faire rentrer dans notre processus créatif et financier pour pouvoir continuer à faire des films pour les salles de cinéma. Gaumont se développe dans la production de séries aux États-Unis. D'abord, pourquoi aux États-Unis c'est plus facile de s'imposer quand on est un producteur implanté à Hollywood que lorsqu'on est estampillé producteur français? Alors, en fait, on n'arrive pas avec arrogance dans un pays comme les États-Unis. Donc on essaye de se dire où est-ce qu'on pourra avoir une place et un point d'entrée. On avait très envie probablement de continuer à faire des films, et honnêtement faire des blockbusters à la manière américaine pour une société comme Gaumont, c'est pas envisageable. En revanche, il y a 8-9 ans, quand on a commencé à faire des séries aux États-Unis, il y avait une manière, il y a le French Touch d'abord. Gaumont, c'est pas une société qui vient de s'ouvrir. On a 125 ans, c'est finalement une marque comme Gaumont. Ça suscite beaucoup de curiosité et d'intérêt. Donc, on a réussi, en fait, sans arrogance, à arriver avec les plateformes, parce qu'en fait, on est arrivé dans le processus de Netflix qui commençait aussi à grandir et à faire de plus en plus de séries. Donc, on a pu leur proposer des choses et on est devenu partenaire sur certains projets. Vous vendez votre French Touch aux Américains ? Vous ne cherchez pas à cacher le fait que vous êtes français? En aucun cas. D'accord. En aucun cas. C'est un axe de développement qui se reflète dans vos chiffres. Le chiffre d'affaires dans le cinéma est passé de 95 millions d'euros à 78 millions d'euros l'an dernier. Et en parallèle, dans la production télévisuelle, le chiffre d'affaires est passé de 92 à 128 millions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Gaumont réalise la plus grosse partie de son chiffre d'affaires dans la production télé que dans le cinéma. Cette tendance, elle est amenée à se poursuivre? Quand on a... c'est une idée stratégique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans les salles de cinéma, il fallait qu'on trouve un pendant pour nous permettre de continuer à faire des films. Le financement du cinéma est beaucoup plus à risque que celui de la télévision. La télévision se préfinance et est quelque chose sur lequel on a moins de risques. Il nous permet, en fait, il fallait qu'on ait deux jambes, deux piliers stables pour donc la télévision et le cinéma. L'un permettant de financer l'autre, ou l'autre, dans les années difficiles pour la télévision, c'est le cinéma qui pondère, en fait. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on trouve. Et vous allez garder ces deux piliers? Et ces deux piliers, alors le jour où Gaumont ne fera plus de films, je ne serai plus à la tête de cette société. Les producteurs français sont peu présents sur Netflix, alors que, par exemple, les producteurs espagnols, eux, font un carton avec des séries comme Casa de Papel, Les Demoiselles du téléphone, Élite. Comment vous expliquez que les producteurs français soient pratiquement absents? Ils sont en train d'arriver. Ils sont pas moins présents. Je pense que en fait la particularité de Netflix, c'est justement d'aller chercher des produits locaux. Et quand ils voient que ça fonctionne dans les régions dans lesquelles sont adressées ces séries, et si elles fonctionnent très bien, dans ces cas-là, ils ouvrent au reste du monde. Et c'est ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent chez eux le glocal, global et local. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de snobisme, de mépris aussi des producteurs français par rapport à Netflix? Vous n'aviez pas cet état d'esprit au départ. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les producteurs sont réticents à travailler avec Netflix? C'est peut-être... c'est pas de mépris, je crois, en aucun cas. Je pense que c'est une méconnaissance et peut-être une petite peur, mais je pense que voilà, on est tous amenés à travailler ensemble et au contraire, non, c'est une chance de les avoir. Mais est-ce que c'est pas lié au mécanisme de financement du cinéma particulièrement? Alors en fait, c'est la différence en fait dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de différence de financement des films. Nous, on a en France un écosystème qui est peut-être un peu complexe pour le cinéma, mais qui a permis en tous les cas de maintenir une production et de maintenir plus de 200 millions de personnes qui vont au cinéma chaque année. Alors justement, cet écosystème repose sur ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire un calendrier pour l'exploitation d'une œuvre cinématographique, en fixant précisément l'ordre et surtout les délais pour la diffusion d'un film sur tel ou tel support. Le patron du CNC souhaite rouvrir le débat sur cette chronologie. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire ? Si on souhaite faire rentrer les plateformes comme investisseurs dans le cinéma, de fait, il faudra la faire évoluer. Oui. Netflix souhaite raccourcir ce délai qui est actuellement de 17 mois pour Netflix pour pouvoir mettre en ligne un film sur sa plateforme. Vous comprenez Bien évidemment.
Je trouve qu'il faut, quand on demande à des nouveaux entrants d'investir dans la création cinématographique, il faut leur faire une place. Et elle ne peut pas être toute petite ou très très loin dans le temps. Donc de fait, oui, il va falloir y repenser, mais il y a beaucoup d'acteurs autour de la table de la chronologie des médias. Et tous ne partagent pas votre point de vue. Tous ne partagent pas, certainement, mais d'abord, tout le monde défend son précaré. Et je pense qu'on est arrivé à une époque où il faudra probablement assouplir tout ça. Maintenant, il faut assouplir tout ça en étant intelligent pour ne pas abîmer les autres. Parce Justement, qu'on a besoin est-ce que ça ne remet pas en danger les salles de cinéma? Ah non. En fait, je dirais, notre seule volonté aujourd'hui, c'est de sauvegarder la place de la salle, quoi qu'il arrive. En fait, c'est parce que si autant, je dirais, les plateformes sont complètement intégrées à l'égard de la création audiovisuelle, si on enlève la salle de cinéma à l'égard des plateformes, le cinéma est mort. Donc ça, il faudra faire très attention à ce qui est, que la salle de cinéma reste le premier moyen de regarder les films en France. Donc assouplir, oui, libéraliser complètement, non. Pas question. Une autre brèche est en train de s'ouvrir. Les chaînes de télévision n'ont pas le droit de diffuser certains films, certains soirs de la semaine. Et M6 vient de proposer pour la première fois un film le samedi soir. Là encore, c'était interdit pour protéger les salles de cinéma. Vous pensez qu'il faut donner davantage de possibilités aux chaînes de télé? Mais c'est de la même manière qu'il faut apporter plus de souplesse pour faire entrer les plateformes. Il faut aujourd'hui évoluer avec son temps. Je pense que le samedi soir ou le mercredi n'a pas forcément lieu d'être aujourd'hui. On va parler de la crise sanitaire, évidemment, c'est quelque chose d'important pour les salles de cinéma, mais c'est aussi important en termes de production audiovisuelle. Ça vous concerne directement. Est-ce que vous avez pu reprendre tous vos tournages ? On a pu reprendre. En France, ça a complètement redémarré, que ce soit pour la télévision, pour les séries, pour les films, et on n'a pas eu de cas de maladies sur les plateaux. C'est extrêmement respecté et finalement ça a un coût supplémentaire, mais en termes de gestion, ça se passe plutôt assez bien. Le surcoût, est-ce que vous allez le prendre à votre charge ou est-ce que les diffuseurs acceptent? Pour l'instant, on le prend à notre charge. Ouais. D'accord. Est-ce que les assurances vous suivent? Certains producteurs nous disent que c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué, mais grâce en fait au CNC, ça a été un travail qui a été fait pendant la période de confinement et on a été très épaulés pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir. Il n'était pas question un seul instant de redémarrer sans assurance et c'est la clé de voûte de notre métier. Si les productions ne redémarrent pas, rien ne redémarre. Voilà, le CNC qui a mis une enveloppe, je crois, de 50 millions d'euros pour... Oui. En cas de problème lié au Covid. Le fait que le CNC doive, d'un certain point de vue, se substituer aux assurances, ça ne vous choque pas ? En fait, je ne suis pas au stade de ça me choque ou ça ne me choque pas. Il était important de redémarrer le métier. Les assurances sont là au départ comme elles l'étaient avant. Donc en fait, s'il n'y a pas de cas de Covid. Et elles sont là après, parce qu'en fait, c'est très technique, mais je ne vais pas rentrer. Mais les assurances sont présentes aussi. Non, mais c'est une question qu'on se pose dans d'autres secteurs. Oui. Les restaurateurs aussi ont beaucoup critiqué l'attitude des assurances dans cette pandémie. Non, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Nous, on a essayé de trouver un espèce d'échafaudage un peu étonnant, mais qui va fonctionner si jamais c'était le cas. Et a priori, pour le moment, ça fonctionne. La question des scénarios. Certains producteurs ont modifié leurs scénarios pour les adapter au Covid. Il en est question chez vous ? Et à ce stade, on n'a pas eu besoin de le faire. On a dû modifier certaines scènes qui étaient peut-être trop confinées. Mais à la marge, on n'a pas eu de problème majeur dans l'écriture des histoires qu'on devait tourner par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui pourrait être envisagé si la pandémie revient. En fait, on était dans la réflexion sur un film en costume qui devrait se tourner à la fin de l'année pour dire qu'on pourrait intégrer dans les costumes des masques, mais bon... je ne sais pas, on verra. À chaque jour suffit sa peine. L'an dernier, Gaumont avait enregistré une perte de 38,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 212 millions. Quelles sont vos prévisions pour cette année? Ça va être difficile, j'imagine. C'est une année exceptionnelle. Oui, c'est une année compliquée. On a travaillé beaucoup, mais on a une perte d'activité significative pendant la fermeture des salles. Pendant l'arrêt des tournages, a un impact colossal. Quand ça s'arrête, pour nous, ça ne s'arrête pas
qu'en France, ça s'arrête aussi aux États-Unis. La saison 6 de Narcos était en tournage au Mexique. Elle a dû s'arrêter, bien évidemment, et elle n'a pas repris pour le moment. Alors, on le précise, hein, oui, puisque vous faites cette parenthèse, Narcos, c'est un des gros succès de votre studio. Oui, et donc, bien évidemment, ça a un impact. Au moment où on se parle, on ne peut pas quantifier encore l'étendue des dégâts. Ce sera de fait pas une bonne année. Le risque de fermeture à nouveau des salles de cinéma, certaines ont annoncé qu'elles refermaient leurs portes, pas forcément en raison de la pandémie, mais par manque de films. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce stade. C'est vrai que comme il y a une petite frilosité de sortie de films, nous on a sorti un film le 8 juillet qui s'appelle tout simplement Noir, donc qui a rencontré un certain succès. Pas mal de films sont sortis mardi 14 juillet et il y a eu un peu une pénurie pour les films pendant le mois d'août. Parce que les Américains sont pas là, mais il y a encore d'autres films qui devraient sortir. C'est vrai qu'on va passer un été un peu compliqué, un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le prochain grand rendez-vous, c'est la rentrée. En cas de reprise de la pandémie, comment est-ce que vous allez gérer ? Si les salles de cinéma devaient refermer leurs portes, est-ce qu'on peut imaginer, comme ça a été le cas, des diffusions directement en VOD ? Si je ne crois pas, d'après tout ce qu'on dit, que la France sera refermée à nouveau dans son intégralité. Mais c'est vrai que si la région parisienne devait être amenée à refermer, ce serait un vrai sujet. Est-ce qu'on peut en tout cas rentabiliser un film s'il sort directement en VOD ? J'imagine que c'est une autre carrière. Il y a une frustration énorme pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont imaginé pour la salle et qui le voient uniquement sur un écran plus petit. Donc c'est une démarche qui est très différente. C'est pas l'un contre l'autre, c'est différent. Parenthèse, vous parliez d'écran plus petit, vous le mentionniez tout à l'heure, le fait que de plus en plus de spectateurs, surtout les jeunes, voient des films, des grosses productions sur des petits écrans. C'est pas un peu frustrant ? C'est très frustrant, mais je pense que comme tout, il y a une éducation au cinéma. Donc en fait, si vous n'avez pas eu l'habitude d'aller au cinéma jeune, ce sera difficile de l'apprendre plus tard. Il faut aller au cinéma. C'est vraiment une expérience. D'abord, c'est quand même un endroit formidable où on peut s'immerger complètement. Il y a une émotion démente grâce au son, grâce à l'image. Donc, c'est pas au détriment de l'ordinateur, de sa tablette ou autre chose. On sait que les réalisateurs américains intègrent ce critère maintenant dans la réalisation de leurs films, qui puissent être regardés, y compris sur téléphone portable. Oui, enfin, je pense que c'est quand même une affaire de taille. Je pense qu'on ne peut pas avoir le même plaisir même si je pense qu'il y a des choses merveilleuses pour le petit écran. Je ne peux pas croire que l'émotion soit la même quand on est dans le métro en train de regarder un téléphone portable. On va revenir à la crise sanitaire, les mesures du gouvernement pour aider les entreprises. Est-ce que les mesures dans le secteur de la culture notamment vous paraissent suffisantes ? Ça n'est jamais suffisant, d'autant plus que c'est vrai qu'on est un secteur très particulier où tout met du temps à redémarrer et qu'en fait les habitudes s'arrêtent très brusquement et pour les reprendre c'est un temps infini. Donc c'est vrai que l'été va être compliqué pour les salles de cinéma parce que l'offre est moindre que celle qui pourrait exister et du coup si certaines salles de cinéma sont amenées à refermer parce qu'il n'y a pas suffisamment de fréquentation, ça c'est vrai que ça va être un sujet. Tout bêtement, est-ce qu'il n'y a pas une question de foncier ? On a beaucoup entendu les salles de sport. Elles ont été particulièrement actives dans leur communication pendant le confinement en disant qu'elles avaient des surfaces en centre-ville qui étaient relativement conséquentes et qu'elles étaient confrontées à des loyers qui étaient démesurés. C'est vrai aussi pour le cinéma ? Absolument, c'est le même sujet. Et est-ce que justement vous avez engagé des discussions avec les fonciers ? Bien sûr. En fait, c'est des discussions qui sont en cours, que nous allons reprendre avec la nouvelle ministre de la Culture. Donc, on a bon espoir que ça puisse aboutir. 2 derniers points. La ministre de la Culture, vous en parlez, Roselyne Bachelot, sociétaire des grosses têtes, mais à la tête de la culture en France. Formidable. Ça a beaucoup été critiqué ? Oui, mais non. Enfin, mon point de vue, c'est que je trouve que c'est un tempérament lumineux et je suis en fait heureuse de voir une femme de tempérament accéder à ce poste. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Roselyne Bachelot. Une femme à la culture ?
Vous êtes très active pour défendre la visibilité des femmes dans les entreprises. Mais c'est important. Ah bien sûr, mais on se fait écho évidemment de ce combat. C'est important, sans être non plus dans l'excès contraire, mais je pense qu'on est capable de faire des belles choses, mais ensemble, hommes et femmes, voilà, on est complémentaires, pas les uns contre les autres. Donc oui, bien sûr. Et le deuxième point, c'est évidemment les réformes. Réforme des retraites, on en a parlé. Il y a toujours la question de la réforme du statut des intermittents. C'est crucial pour le cinéma. Oui. Mais en fait, à l'heure à laquelle on se parle, c'est vrai que tout ça est encore, puisqu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avec la pandémie, que nous avons une nouvelle ministre de la Culture, on ne sait pas encore comment tout ça va être arbitré en termes de chronologie dans le temps par rapport à ces nouvelles mesures et ces nouvelles lois. Donc voilà, on est très impatient de la rencontrer. Mais en cas de remise en cause du statut des intermittents tel qu'il est actuellement, c'est un danger pour le cinéma ? C'est un danger, oui, parce que c'est un statut très à part et essentiel pour la survie de ce métier, oui, bien évidemment. Mais d'autres pays n'ont pas ce statut ? Oui, mais d'autres pays n'ont pas la chronologie des médias. Et en fait, la France continue à avoir un très beau cinéma. Donc il faut savoir préserver aussi et évoluer d'autres choses. Et vous y êtes particulièrement attaché. Merci beaucoup, Sidonie Dumas, d'être venue en plateau aujourd'hui de nous parler de ce secteur particulier du cinéma. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Gaumont. Les cinémas, on rappelle, ont ouvert leurs portes le 22 juin avec une fréquentation qui a d'abord surpris. Beaucoup de spectateurs sont revenus dans les salles, même si on en a parlé, il est toujours difficile de faire revenir les spectateurs occasionnels. C'est la fin de cette heure H. On se retrouve demain à partir de midi.